Quand la lumière s'éteint, c'est toute une société qui vacille. Imaginez, un simple claquement de doigts et tout ce qui fait battre le cœur d'une ville moderne s'arrête. Plus de chauffage, plus d'eau courante, plus de transport, plus de sécurité. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de la guerre moderne. La nuit du 29 novembre 2025, Kiev et sa région plongent dans le chaos. Une attaque d'une ampleur inédite, coordonnée minute par minute, s'abat sur la capitale ukrainienne. Drones, missiles de croisière, missiles balistiques, une pluie de projectiles s'abat en vagues successives, submergeant les défenses aériennes et défiant toute anticipation. Mais cette nuit-là, les cibles ne sont ni des bases militaires ni des dépôts de munitions. Ce sont les centrales électriques, les stations de distribution, les nœuds vitaux de l'infrastructure énergétique. Les frappes sont précises, méthodiques, visant à paralyser en quelques minutes ce qui maintient en vie des millions de personnes. Ignorer cette vulnérabilité énergétique, c'est risquer du jour au lendemain de se retrouver sans ressources essentielles. Une société entière peut basculer dans l'incertitude et la peur simplement parce que l'électricité n'arrive plus jusqu'à nos foyers. Sommes-nous vraiment prêts à réaliser à quel point nos vies tiennent à un fil ? Plongeons maintenant dans les coulisses de cette nuit de chaos pour comprendre comment tout a été orchestré. Pour saisir l'ampleur de cette attaque, suivons heure par heure le déroulement des événements et découvrons les stratégies derrière cette offensive inédite. L'électricité, la nouvelle ligne de front invisible. Cette nuit du 29 novembre 2025, la guerre en Ukraine a basculé dans une nouvelle dimension. Désormais, l'énergie n'est plus un simple enjeu logistique. Elle est devenue une arme, une cible, un champ de bataille à part entière. À Kiev, comme dans d'autres grandes villes du pays, la lumière et la chaleur sont devenus les symboles mêmes de la résilience, mais aussi de la vulnérabilité nationale. Les attaques les plus récentes ne ressemblent plus à celles du passé. Elles arrivent en vagues successives, mêlant drones et missiles pour saturer la défense aérienne. D'abord, des essaims de drones fondent sur la capitale, multipliant les trajectoires et les fausses cibles. Leur mission est claire: semer la confusion, forcer les défenses à se disperser et épuiser les stocks de missiles anti-aériens. Pendant que les opérateurs ukrainiens tentent d'intercepter ces drones, les véritables menaces approchent. À peine quelques instants plus tard, des missiles de croisière et balistiques surgissent, profitant de la brèche créée par l'agitation précédente. Le plan est minutieux. Les drones distraits, les missiles frappent ensuite les cibles prioritaires, comme les centrales électriques, les nœuds de distribution et les sous-stations à haute tension. Face à cette offensive coordonnée, la défense anti-aérienne ukrainienne doit faire des choix douloureux. Les ressources sont limitées, les systèmes occidentaux dernier cri en nombre restreint et chaque décision peut coûter cher. Faut-il protéger une centrale qui alimente des hôpitaux ou une sous-station critique pour le chemin de fer ? La moindre erreur, la moindre sous-estimation du danger peut entraîner des pertes humaines et matérielles massives. Dans cette guerre hybride, chaque kilowatt devient vital. Les combats ne se jouent en plus seulement sur les lignes de front traditionnelles, mais aussi dans l'ombre, là où une coupure d'électricité peut faire basculer une société entière dans l'incertitude. Se défendre, c'est désormais arbitrer en permanence entre urgence militaire et survie civile. Mais au-delà de ces stratégies et de ces choix impossibles, une question demeure. Quels dégâts concrets ces attaques ont-elles causés ? Et comment la vie quotidienne en a-t-elle été bouleversée ? Découvrons maintenant l'ampleur des destructions et la manière dont le quotidien des habitants de Kiev a basculé en quelques heures. Une nuit et l'hiver devient une menace mortelle. Sous le hurlement des alertes aériennes, la vie à Kiev bascule dans l'obscurité et le froid. En quelques heures, les centrales électriques numéro 4, 5 et 6, ainsi que Tripolskaya et Bela Tserkov, sont gravement endommagées ou réduites au silence, brisant la colonne vertébrale énergétique de la capitale et de sa région. Les lumières s'éteignent dans des millions d'appartements. Les coupures d'électricité s'étendent comme une traînée de poudre. Ascenseurs bloqués, hôpitaux fonctionnant à la lueur des générateurs, tramways et métros à l'arrêt, réseaux d'eau et de chauffage paralysés. Pour beaucoup, la nuit n'a pas de fin. La température intérieure chute et chaque minute de silence électrique est une épreuve pour les plus fragiles. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Dans les rues, la panique gagne. Les sirènes des ambulances résonnent, les habitants cherchent des points de recharge pour leur téléphone, les marchés ferment. Au cœur de la ville, les industries stratégiques s'arrêtent net. Laboratoires, usines, ateliers militaires, tous deviennent silencieux, incapables de soutenir l'effort de défense. L'énergie, c'est bien plus qu'un confort. C'est le socle du maintien de l'ordre social, de la productivité industrielle et du soutien aux opérations militaires.
Le phénomène des îlots énergétiques aggrave encore la situation. Certaines régions, isolées par la destruction des grands nœuds électriques, deviennent incapables de prêter secours à leurs voisines. L'entraide nationale vacille. Là où il y a surplus d'électricité, impossible de le transmettre. Là où il fait noir, la détresse s'installe. Un simple dysfonctionnement devient un gouffre entre la survie et le chaos. Chaque nouvelle panne affaiblit la résilience du pays et met en péril des millions de personnes. Le tissu social se tend, sans électricité, l'ordre, la solidarité et la confiance s'effritent. Pour Kiev et pour l'Ukraine, la menace n'est plus seulement militaire. Elle s'infiltre dans chaque foyer, à chaque instant, par la guerre de l'énergie. Mais face à cette avalanche de destruction, l'Ukraine et ses alliés n'abandonnent pas. Quelle stratégie émerge pour survivre à cette guerre d'usure énergétique ? La survie ne dépend plus seulement des armes, mais aussi des mégawatts. Aujourd'hui, dans cette Ukraine frappée en plein hiver, chaque kilowatt devient vital. Face aux frappes sur leur réseau électrique, les autorités ukrainiennes ont multiplié les ripostes. Importation d'électricité auprès des voisins européens, installation éclair de milliers de générateurs et appel d'urgence à leurs alliés occidentaux pour obtenir transformateurs, carburants et équipements de réparation. Ces gestes, pourtant, ressemblent à des rustines sur une plaie béante, car la réalité est implacable. Les générateurs, même nombreux, coûtent cher, consomment beaucoup de carburant et ne produisent qu'une fraction de l'électricité nécessaire à une métropole comme Kiev. Le carburant, lui aussi, finit par manquer, tandis que chaque réparation sur les lignes à haute tension et les centrales prend des semaines, parfois des mois, face à la complexité des dégâts et au manque de pièces spécifiques. L'hiver s'installe, mais les lumières ne reviennent pas partout. Sur le plan économique, les conséquences sont vertigineuses. La production industrielle s'effondre, le chômage bondit, et le budget de l'État doit supporter à la fois la reconstruction, la défense et le secours d'urgence. Les réserves fondent à vue d'œil, forçant le pays à s'endetter davantage et à dépendre toujours plus de l'aide internationale. À chaque coupure, l'espoir d'un redressement économique recule. Pour de nombreux Ukrainiens, l'exil semble parfois la seule issue. Mais la stratégie énergétique n'est pas sans risque pour la Russie elle-même. En frappant les infrastructures électriques, elle s'expose à des contre-attaques similaires. Des drones ukrainiens ont déjà ciblé des raffineries, des postes électriques et des dépôts de carburant en territoire russe, rappelant que la vulnérabilité énergétique n'a pas de frontières nettes sur la carte. À l'international, l'inquiétude enfle. Les images de villes plongées dans le noir suscitent une vague de solidarité, mais aussi la crainte d'une catastrophe humanitaire. Les donateurs occidentaux se mobilisent, mais la lassitude menace. Les agences humanitaires préviennent. Si la situation se prolonge, l'hiver pourrait provoquer des vagues de migration vers l'ouest, bouleversant tout l'équilibre régional. Au final, tout se joue sur un fil. Si la résilience énergétique s'effondre, c'est l'économie et la société entière qui menacent de suivre. La ligne entre survie et chaos devient effroyablement fine. Alors, à l'heure où la guerre s'infiltre jusque dans nos prises électriques, comment nos sociétés peuvent-elles s'en inspirer pour renforcer leur propre résilience ? Et si la meilleure défense était une prise de conscience collective ? Face à la guerre hybride, où chaque coupure électrique devient une arme silencieuse, l'enjeu n'est plus seulement militaire. Il s'agit de repenser toute notre approche de la sécurité et de la résilience de la société. La première leçon à tirer, c'est l'importance de diversifier nos sources d'énergie. Compter sur une seule filière ou un petit nombre de fournisseurs, c'est exposer tout un pays à un risque majeur. Protéger nos infrastructures critiques, qu'il s'agisse de centrales électriques ou de réseaux de distribution, devient alors aussi vital que sécuriser nos frontières. Mais il ne suffit pas de renforcer les câbles ou les murs, il faut aussi garantir la continuité des services essentiels comme la santé, l'approvisionnement en eau, le chauffage et les transports. Des plans d'urgence bien préparés peuvent faire la différence entre le chaos et la cohésion, entre une panne passagère et une crise humaine profonde. Sur le plan individuel et collectif, la préparation est incontournable. Posséder des générateurs de secours, constituer des stocks de première nécessité, organiser des réseaux de solidarité de quartier, ces gestes simples multiplient la résilience de chacun face à l'imprévu. Aucune solution miracle n'existe, mais chaque citoyen peut devenir un maillon fort. La coopération internationale joue aussi un rôle crucial. Partager les innovations technologiques, mutualiser les alertes et les ressources, coordonner les réparations d'urgence, c'est ainsi que l'on transforme une vulnérabilité commune en force partagée. L'innovation ne doit pas être réservée au laboratoire, mais irriguer chaque strate de la société.
Enfin, il est temps de redéfinir la notion même de sécurité nationale. À l'ère de la guerre hybride, défendre un pays ne se résume plus à protéger son territoire. Cela implique de penser la sécurité comme un système, où l'énergie, le numérique, la santé et la solidarité sont interconnectés. Ne pas anticiper ces menaces, c'est accepter de subir. C'est s'exposer à des failles insoupçonnées et risquer de voir notre quotidien bouleversé du jour au lendemain. Notre avenir dépend de la lucidité collective et de notre capacité à agir avant la prochaine crise. Il est temps de repenser nos priorités face à un monde où la lumière peut s'éteindre à tout instant. Mais derrière ces défis techniques et stratégiques, comment les habitants vivent-ils l'incertitude et le quotidien bouleversé ? Regardons de plus près les témoignages et les stratégies d'adaptation qui émergent dans la population. La prochaine bataille de votre quotidien se joue peut-être déjà derrière un simple interrupteur. Derrière ce geste anodin se cache l'enjeu majeur de notre temps, l'énergie devenue la nouvelle frontière de la sécurité, de la liberté et même de la survie. Ce qui s'est passé à Kiev n'est pas un lointain fait divers, mais un avertissement. La résilience ne s'improvise pas, elle se construit dès aujourd'hui. Chaque coupure, chaque panne, chaque instant sans lumière nous rappelle combien notre confort repose sur des équilibres aussi fragiles qu'invisibles. La nuit du 29 novembre 2025 a prouvé que la guerre moderne vise nos habitudes, nos routines, nos certitudes. Un réseau électrique perturbé, ce n'est pas seulement de l'obscurité, c'est l'arrêt du chauffage, la pénurie d'eau, la paralysie des transports, l'incertitude face au lendemain. Mais refuser la peur, c'est déjà choisir la résilience. S'informer, c'est comprendre les failles, anticiper les conséquences et agir avant qu'il ne soit trop tard. S'équiper, c'est transformer une vulnérabilité en force. Une lampe de secours, quelques réserves d'eau, connaître les gestes simples qui sauvent, ce sont là des actes de résistance silencieuse. Dialoguer, c'est tisser des liens, échanger les bonnes pratiques, renforcer la communauté pour ne jamais rester seul face à la tempête. La différence entre l'impuissance et la résilience se décide aujourd'hui. Attendre que la crise nous frappe, c'est accepter d'en subir les effets. S'y préparer, c'est protéger ce qui compte vraiment, sa famille, ses proches, sa tranquillité d'esprit. Ce n'est pas céder à la panique, mais prendre en main son avenir avec lucidité et responsabilité. Car demain, la prochaine onde de choc pourrait toucher n'importe quelle ville, n'importe quel quartier, n'importe quel foyer. La vulnérabilité énergétique n'est pas qu'un enjeu géopolitique. Elle s'invite dans nos vies, sans prévenir. En choisissant de s'informer, de s'équiper et de dialoguer, chacun devient acteur de sa propre sécurité et contribue aussi à la résilience collective. À vous de jouer. Prenez un instant pour vérifier vos propres défenses. Imaginez ce que vous feriez si la lumière s'éteignait ce soir. Quelles seraient vos premières actions ? Comment aideriez-vous vos voisins, vos proches ? C'est dans ces questions et dans votre capacité à y répondre que se trouve votre véritable pouvoir. Face à une menace qui évolue, la meilleure arme reste la connaissance et la solidarité. N'attendons pas la prochaine alerte pour agir. La résilience commence maintenant, chez vous, autour de vous, avec ce que vous décidez de faire aujourd'hui.